Avec les interrogations qui pèsent aujourd'hui sur le financement des transports publics, rien n'aura empêché les autorités organisatrices, comme les entreprises, d'assurer leur mission. Vous l'avez compris également via cette conférence. Et même bien au contraire, car alors il aura fallu multiplier les initiatives, faire fonctionner les trains, faire fonctionner les bus, les métros, les tramways et bien d'autres, partout en France et particulièrement en Île-de-France. Les 8 prix que nous décernerons ce soir récompenseront les initiatives et les projets qui, chacun à leur manière, auront contribué à faire fonctionner les transports franciliens et auront contribué à les rendre meilleurs. Mais avant de débuter, j'appelle le président de Villerail et Transport, Vincent Lalu, à venir ouvrir officiellement ces grands prix. Vincent Lalu. Mesdames, Messieurs, je baisse un peu le micro, ce qui est très grand. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je voudrais commencer cette remise des prix par une double résolution que je suis sûr de partager avec vous. Cette résolution tient en ces quelques mots. Ne renoncer à rien, se méfier de tout, rester couvert, mais continuer d'avancer. Cette cérémonie des Grands Prix de la région capitale fait donc sienne les quelques principes de précaution et l'engagement très déterminé que manifestent la plupart des acteurs des mobilités franciliennes en ces temps de Covid-19. C'est ainsi, mesdames et messieurs, que pour pouvoir continuer à vous proposer ce rendez-vous annuel en forme de constat d'étape d'une des plus ambitieuses transformations qu'ait connue notre métropole capitale, il nous a fallu, pour la sécurité de tous, mettre en place un dispositif un peu contraignant qui nous a obligés à réduire le nombre de participants en présentiel, tout en proposant à tous ceux qui n'auraient pas trouvé place dans cette salle, et hélas, il y en a eu quelques-uns, ou que la pandémie aurait empêché de se déplacer, de suivre en direct débats et remises de prix sur notre site Internet. C'est de double approche garantissant ainsi l'audience qu'elle mérite à notre manifestation. Car le contexte économique et sanitaire et la course aux échéances proches donnent à notre réunion un caractère très singulier. Année de tous les défis, année de tous les dangers, 2020 n'aura pas empêché les projets d'avancer, les chantiers de se terminer et l'offre nouvelle de profiter aux usagers. C'est ce qu'on démontre, c'est ce que démontre avec force ce palmarès dont les lauréats et avec eux les nominés sont une confirmation du dynamisme et de l'engagement des nombreux professionnels et élus mobilisés par la construction de ce nouveau Grand Paris des mobilités. Mais avant de commencer cette remise des prix, je voudrais très chaleureusement remercier nos partenaires, Transdev, Keolis, Groupe RATP et Véligo. Merci Vincent. Ainsi débutent nos Grands Prix de la région capitale. Et pour ce premier prix, nous allons récompenser l'aménagement urbain. Alors c'est un prix qui distingue les meilleures initiatives autour de deux notions qui sont indissociables, les transports et l'urbanisme. Nous allons commencer par d'ores et déjà dévoiler les nominés. Donc l'adaptation de la station Hôtel de Ville de la ligne 11 avec les projets de piétonisation. Donc c'est un nouvel aménagement paysager en voirie, autour de du futur accès de la station, donc c'est la RATP, et le service de l'aménagement des grands projets de la ville de Paris qui en sont à l'origine. Nous avons également le succès des coronapistes. Alors les coronapistes, si vous ne savez pas ce que c'est, bon, vous n'êtes peut-être pas d'ici, vous n'êtes peut-être pas sortis. Ce sont des pistes cyclables qui sont provisoires et qui visent à promouvoir l'utilisation du vélo, en tout cas pour ne plus faire le tout voiture, et puis pour éviter, suppléer les transports publics durant cette pandémie. Nous avons également la gare routière et le quartier de Versailles-Chantier, dont la mise en service a été faite l'année dernière, fin août, et qui est une étape très importante de l'évolution du réseau. Alors, avant de désigner, donc de dévoiler qui sera le lauréat,
Je redemande à Vincent Lalu d'ouvrir le bal en remettant ce prix de l'aménagement. Merci Vincent. Quelques mots? Juste en 2 mots, toujours très haut le micro. Juste 2 mots, je crois que l'aménagement urbain est une des questions centrales de tout ce qu'il nous vaut d'être ensemble. Et c'est une question qui n'est pas si ancienne que ça, parce qu'on a redécouvert ses nécessités il y a guère plus de 20 ans. Avant, on laissait faire ça comme on pouvait. Et je crois que le projet qui va être récompensé est un vrai grand projet avec un très joli résultat, un résultat très efficace. Donc je laisse, c'est à moi de dire qui l'a emporté ou... Non. Non. Alors je laisse, voilà. Et le lauréat est la gare routière et le quartier de Versailles-Chantier. Pour remettre ce prix, j'appelle à me rejoindre Emmanuel Lyon, maire adjoint en charge de la voirie et des mobilités de la communauté d'agglo de Versailles, et Arnaud Demailly, directeur Keolis Versailles. Alors, je vous le dis pour vous, messieurs, mais également pour l'ensemble des lauréats et remettants, nous avons mis des petites croix. Ce n'est pas une chasse au trésor, c'est une indication pour vous placer pour les gestes barrières. Emmanuel Lyon, j'imagine que vous êtes fier que ce projet soit abouti. Qu'est-ce que ça change pour Versailles et qu'est-ce que ça peut amener à votre ville? Alors, Versailles est une ville qui est très grande, qui fait 100 000 habitants et qui a de nombreux quartiers qui sont d'ailleurs très disparates les uns des autres. Et ce grand projet d'aménagement, c'est un projet qui est au sein du quartier des Chantiers, qui est un quartier, il est vrai, qui était peut-être depuis de nombreuses années un peu désuet, un peu tombé en désuétude. Et cet aménagement urbain, qui est non seulement un aménagement dédié aux mobilités, dédié au transport, mais aussi un aménagement pour l'économie de la ville, a redonné un coup de peps, si j'ose dire, à ce quartier. Et effectivement, ce quartier est en train de renaître grâce à cet immense aménagement urbain dont vous parliez, Monsieur Lalu, qui est assez extraordinaire. Très bien, merci beaucoup. Arnaud Demailly, on sait que Keolis a beaucoup participé dans la région. Vous êtes l'opérateur de la communauté d'agglo de Versailles. Pouvez-vous nous dire quelles ont été les contributions de Keolis à ce projet d'aménagement qui est aujourd'hui abouti? Disons qu'en tant qu'opérateur du réseau de transport urbain et avec l'expertise qu'a Keolis sur les différentes gares routières en France, il était naturel que Keolis accompagne la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc sur ce projet, structurant pour le quartier de Versailles, mais également structurant pour la restructuration globale du réseau qui était en cours simultanément. Donc Keolis Versailles a apporté son expertise quant à la gestion même, c'est-à-dire en termes de régulation des véhicules sur cet espace, mais également en termes d'accueil de nos clients voyageurs, en termes d'information en temps réel, on en a beaucoup parlé tout à l'heure, et c'est vrai qu'aujourd'hui, à travers la récupération des données d'Île-de-France Mobilité, on permet aux clients voyageurs d'avoir une information exhaustive et en temps réel sur les horaires des différents opérateurs de transport sur ce pôle d'échange multimodal. Et c'est également après tous les sujets d'entretien et de maintenance qu'on a pu apporter pour cet espace. D'accord, donc ça c'était les contributions de Keolis. Est-ce qu'il y a encore éventuellement des améliorations que vous pourriez apporter pour les voyageurs, pour les opérateurs de transport? Alors, effectivement, il y a toujours des sujets d'amélioration. L'ouverture de cette gare routière a eu lieu fin août 2019. Donc on connaît tous les événements qu'il y a eu encore récemment. Donc c'est vrai que c'est compliqué à la fois pour la gare routière et pour le réseau de prendre sa pleine dimension avec ces éléments-là. Mais on a évidemment des sujets d'information voyageurs qu'il faut parfaire. On a des sujets de meilleure communication entre opérateurs pour pouvoir donner l'information la plus précise possible. Néanmoins, aujourd'hui, cette gare routière fonctionne, elle fonctionne correctement. Pas rentrer dans des chiffres compliqués, mais en heure de pointe, c'est un départ toutes les 20 secondes. Donc c'est quand même relativement dense.
Et aujourd'hui, cette gare routière a trouvé son public, puisqu'elle est largement fréquentée. Parfait, merci messieurs. Vincent, je vous laisse remettre le prix. Et puis je vais ensuite vous demander de vous diriger vers le photocall pour immortaliser le moment dans VRT pour le compte-rendu. Merci. Après l'aménagement urbain, l'intermodalité. Ce sont les meilleures initiatives en matière de liaison entre les modes de transport qui seront ici mises à l'honneur. Et donc, pour ce prix intermodalité, les nominés sont la gare de Juvisy et son nouveau pôle d'échange multimodal. C'est la gare la plus fréquentée d'Île-de-France, hors Paris. 140 000 voyageurs par jour. Le T1 ensuite atteint presque Colombes, un nouveau prolongement entre les Courtilles et Quatre-Routes. Puis le tram-train T4 francilien qui a atteint Montfermeil en mode tram, inauguré le 5 septembre. 5 km de liaison, une nouvelle desserte de grande capacité, 270 millions d'euros. Et pour remettre ce prix, j'appelle Alain Pitavino, directeur général adjoint d'Île-de-France Transdev. Alain Pitavino, bonsoir. Bonsoir, donc j'ai le choix de ma croix. Exact, parfait. Vous remettez ce soir le prix de l'intermodalité. Alors, pour vous, pour un groupe comme Transdev, qu'est-ce que ça évoque, l'intermodalité ? Je suis vraiment ravi de remettre ce prix-là parce que, et ça a été dit tout à l'heure, finalement, pour un opérateur comme Transdev, qui est vraiment très implanté en Grande Couronne, on est avant tout un maillon de l'intermodalité. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à se dire. Et une fois qu'on s'est dit ça, on arrive à franchir des étapes, parce que finalement, nos réseaux en Grande Couronne, souvent, ramènent vers la gare. La plupart de nos voyageurs vont vers la gare. Et c'est extrêmement difficile à se le dire quand on est opérateur de Grande Couronne, mais nos clients ne vont pas à la gare. Le trajet vers la gare est un bout d'un trajet plus important, avec d'autres modes derrière. Et une fois qu'on s'est dit ça, on pense le service au client différemment, parce que finalement, et l'exemple a été donné par Brice tout à l'heure, l'information qui intéresse le client, c'est l'information sur les correspondances qu'il va trouver à la gare. Et quand on a un bus qui part à 20h50 de la gare, en réalité, ce n'est pas le bus qui part à 20h50 de la gare, c'est très probablement le bus qui est en correspondance avec le train de 20h45. Et si on le pense comme ça veut dire qu'il faut qu'on garantisse la correspondance et qu'il faut qu'on gère en termes d'outils et d'organisation de nos opérations pour pouvoir garantir cette correspondance à notre client. Très bien, merci pour ce début de réponse. Pour la terminer éventuellement, comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer encore, cette intermodalité ? Il y a des tas d'exemples, et d'ailleurs, juste avant, sur l'exemple de l'aménagement de la gare routière de Versailles, plusieurs exemples ont été donnés, mais évidemment, on peut améliorer le guidage, et avec des solutions frugales, on peut améliorer l'information en temps réel, savoir quand on a prévu de prendre un vélo en libre-service, s'il y a ou s'il n'y a pas de vélo en libre-service, c'est important. On peut améliorer le service, et en particulier dans le cadre de la mise en concurrence, les opérateurs auront la responsabilité de compléter le système de stationnement Véligo sur leur territoire et donc d'apporter un service supplémentaire aux clients. Et je crois que le travail qu'il faut qu'on fasse collectivement, c'est le travail de la coordination, le travail de l'échange entre nous, parce qu'effectivement, qui dit intermodalité dit plusieurs opérateurs, dit plusieurs aménageurs d'espace public, et c'est en travaillant en commun qu'on améliorera l'intermodalité et le service au client. Merci beaucoup. Il est temps de dévoiler maintenant le lauréat. Et le lauréat pour le prix de l'intermodalité est la gare de Juvisy et son nouveau pôle d'échange multimodal. Pour recevoir ce prix,
J'appelle à me rejoindre Stéphane Burcle, qui est le directeur des gares d'Île-de-France chez Gares et Connexions, et Jean-François Candeil, responsable atelier E SNCF et direction des gares Île-de-France au département conception et réalisation de l'AREP. Bonsoir messieurs. Alors, avant de vous laisser la parole, Alain Pitaveno, un petit commentaire sur ce projet ? Non, je trouve qu'il est vraiment remarquable parce qu'effectivement, et alors c'est l'avantage quand on repart avec un projet d'envergure de pouvoir traiter effectivement l'ensemble des points en matière de guidage, d'information. C'est vraiment un projet remarquable. Merci. Stéphane Burcle, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Vous représentez Gares et Connexions ce soir. L'aménagement de la gare de Juvisy, c'est un projet énorme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Donc, oui, bon, tout d'abord, je veux dire, forcément pour nous, c'est un grand plaisir de recevoir ce prix ce soir. En plus, c'est un représentant de Transdev qui a remis un prix à SNCF. C'est un moment quand même remarquable, donc je vous en remercie. Mais en même temps, blague à part, ça démontre aussi notre rôle donc, de SNCF Gares et Connexions, qui est la filiale qui a été créée au 1er janvier de cette année dans le cadre de la réforme ferroviaire. C'est-à-dire la filiale SNCF Gares et Connexions est le gestionnaire des gares sur tout le territoire national. Et dans ma direction d'Île-de-France, nous sommes donc en charge des gares en Île-de-France, et notamment des gares en dehors des grandes gares parisiennes, des gares terminus. Et donc notre rôle, évidemment, c'est d'être gestionnaire des gares, aussi en toute neutralité, et accueillir tous les transporteurs, qu'ils soient des transporteurs au sein du groupe SNCF ou des transporteurs concurrents. Et donc c'est notre rôle d'être le spécialiste de la gare pour travailler avec les transporteurs, avec l'autorité organisatrice Île-de-France Mobilité, les communautés d'agglo et les autres parties prenantes pour développer et exploiter les gares en Île-de-France. Et donc là, le projet de Juvisy, pour revenir là-dessus, est un projet, je pense, qui illustre parfaitement ce qui est notre savoir-faire, c'est-à-dire améliorer la situation pour des gares très complexes, à très grand flux. Juvisy, c'est une des plus grandes gares en Île-de-France. On a plus de 100 000 voyageurs par jour, donc c'est plus qu'on trouve dans certaines des grandes gares parisiennes. On a plus de 1000 trains par jour, plus de 1500 bus par jour. Donc, ce n'est pas uniquement donc, une gare ou un arrêt pour SNCF, c'est vraiment et comme ça le prix, l'intermodalité le justifie. C'est un projet de l'intermodalité. Et pour nous, de la complexité, c'est un site, si vous l'avez connu il y a une dizaine d'années, effectivement, qui était très compliqué pour tous les voyageurs, complètement engorgé, des flux qui n'étaient pas gérables pour les voyageurs, notamment aux heures de pointe le matin et le soir. Donc notre projet, c'était effectivement de faire un projet complexe sur l'ensemble de la gare, avec gérer les flux, désaturer la gare, améliorer le lien avec la ville, ce que la photo que vous voyez. Donc on a créé des nouveaux accès vers la ville, ouvrir la gare vers la ville. Donc pour nous aussi, c'est un beau projet que nous avons réussi aussi grâce au soutien des financeurs, que ce soit Île-de-France Mobilité, la région Île-de-France, la ville de Juvisy, la communauté d'Agglo et aussi SNCF avec nos fonds propres pour développer cette gare. Merci beaucoup. Un dernier ajout peut-être, combien de temps ont pris les travaux pour réaliser un projet de cette ampleur ? Donc ça, c'est un projet effectivement qui est long. Effectivement, il est long déjà tout en début, depuis l'émergence. Les premières discussions ont commencé au début des années 2000. Donc vous voyez effectivement, malheureusement, le temps est long. Il était finalisé avec le projet de financement 2011-2012, et ensuite les travaux ont été étalés. La difficulté pour nous, dans une gare comme celle-ci, c'est effectivement maintenir la gare en exploitation. Il est inenvisageable d'effacer la gare pendant la durée des travaux. Donc ça suppose effectivement que le chantier devient très complexe. Il s'étale dans le temps. On a des plages de travaux très limitées, souvent uniquement la nuit. Et donc, malheureusement, ça prend du temps pour réaliser le travaux, avec jusqu'à l'inauguration qui a eu lieu l'année dernière. Si je peux me permettre, les travaux, le plus important des travaux a duré 4 ans, de juin 2016, et on termine cette année en novembre par l'aménagement de la partie historique Condorcet dans le cœur de Ferroviaire. Mais préalablement, 2-3 ans avant, on avait déjà commencé à dévoyer des voies, puisqu'il y a eu pas mal de travaux sur la gare routière. On a dû faire les travaux ferroviaires, donc on peut considérer que c'est à peu près 6 ans et 4 ans vraiment très importants, de juin 2016 à fin de cette année.
D'accord, merci pour la précision. Eh bien justement, Jean-François Candeil, vous représentez l'AREP. Comment l'AREP a-t-elle contribué à ce projet ? Tout d'abord, pour nous, c'est presque 10 à 15 ans d'études. Moi, j'ai commencé, évidemment, pas à plein temps, on est bien d'accord, mais ça a fait travailler pas mal de services, des ingénieurs, des urbanistes, l'ingénierie ferroviaire à plein, quoi. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est surtout qu'en fait, on a eu la chance, et ça c'était calé par tous les partenaires, d'avoir une mission de coordination architecturale sur l'ensemble du site. Ce qui veut dire que dès le départ, dès les années 2012-10, on a commencé à travailler sur une coordination générale, proposer des matériaux, le bois en sous-face, de la meulière sur les façades, pour rappeler un peu l'histoire de la banlieue. Et ça, c'était vraiment une chance. Donc voilà, ce qui est surtout à noter chez nous, c'est que c'était un cas d'école très impressionnant parce qu'on a travaillé sur tous les sujets. On a travaillé sur les sujets de structure en infra, des souterrains, des salles d'échange. On a travaillé sur la structure en façade sur des bâtiments comme celui-ci. On a travaillé aussi sur des ouvrages routiers, la passerelle, le pont avec le conseil départemental. Et puis après, des démolitions, des bâtiments neufs. Vraiment un cas d'école assez exceptionnel. Et on a fait travailler tous nos services. Voilà. Il y a eu une très très bonne coordination entre... pendant la phase d'études, avec tous les ingénieurs des différents services, et puis pendant la phase travaux, et après, puisque c'était condensé sur 4 ans, avec beaucoup de contraintes, simplement une anecdote, le DCE comportait, donc on a lancé en juin 2016, comportait 26 phases de travaux, qui elles-mêmes étaient recoupées en une dizaine de phases, donc on est à environ 260 phases sur ce projet pendant les 4 ans. Voilà. Merci pour la réponse détaillée. Effectivement, ça a l'air d'être un projet de longue haleine. Merci à tous. Alain Pitavino, je vous laisse remettre le prix à Stéphane Burkle. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et je laisse le remettant et les lauréats se diriger vers le photocall pour un petit cliché pour le compte-rendu de VRT. Nous allons maintenant récompenser le prix Smart City. Pour le prix Smart City, ce sont les initiatives en matière de gestion intelligente des ressources de la ville en lien avec les transports qui sont ici primés. Et les nominés sont une nouvelle fonctionnalité collaborative sur l'application RATP pour un voyage plus serein. Le but étant d'améliorer le confort de tous, de favoriser le respect des règles de distanciation. La couverture 4G, encore une fois pour la RATP, avec 100% de son réseau qui est désormais équipé. 300 km de câbles, 3000 antennes, 280 locaux techniques pour couvrir 304 stations. Un beau projet. La connaissance également en temps réel du taux d'occupation des bus par Transdev pour l'ensemble des véhicules de la ligne C du réseau de Montasson-la-Boule. Ils ont mis des cellules compteuses dans chacun des bus de manière à connaître en temps réel la fréquentation de la ligne. Et pour remettre ce prix, j'appelle Bertrand Lambert, qui est journaliste à France 3 et membre également de notre jury. Bonjour. Bonjour. Alors, il me semble que vous connaissez bien le projet qui va être récompensé. Avant de le dévoiler, est-ce que vous pouvez dire quelques mots? Pour vous, c'est quoi la Smart City? Bon, la Smart City, c'est une manière de rendre plus attractive, plus intelligente. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, la ville, en fait. C'est un concept urbain, on va dire, à la base, mais c'est vrai qu'il plaît pas mal aux opérateurs parce que c'est plus facile, c'est moins long, c'est sans doute un peu moins onéreux de lancer une appli ou de mettre des clés USB à disposition des usagers que de changer des caténaires ou des rames de métro. Donc, c'est vrai que les opérateurs aiment bien lancer des projets autour de cette Smart City. Merci beaucoup. Alors, avant de vous redonner la parole, je vais dévoiler donc, le lauréat. Et c'est la couverture 4G pour 100% du réseau RATP
qui est récompensé ce soir. Pour recevoir ce prix, j'appelle à me rejoindre Mathieu Portier, le directeur du programme de déploiement de la 4G au sein du groupe RATP. Mathieu Portier. Bonsoir. Mathieu Portier, avant de vous laisser la parole, Bertrand Lambert, un commentaire sur la couverture 4G sur l'ensemble du réseau RATP. J'ai pas un commentaire, mais le hasard a voulu que la toute première émission de Parigo, que je présente donc sur France 3 pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, était consacrée à la mobilité connectée. Et on était en septembre 2016. Et j'avais comme premier invité de l'émission quelqu'un dont je vais essayer de ne pas écorcher le nom. Déjà à l'époque, c'était pas facile. C'était Tien Tan Trong. Voilà, je ne sais pas s'il est encore à la RATP. Donc je lui ai posé comme première question, une question assez simple. La 4G, c'est pour quand? On m'a dit, ça va arriver très vite et fin 2017, tout sera réglé. Bon, il se trouve que ça arrive 3 ans plus tard. Donc on l'a entendu tout à l'heure, mettre la 4G dans le métro, c'est pas simple techniquement. Ça, on le sait très très bien. Il y a des problèmes de chaleur, d'espace contraint et tout ça. Mais c'est vrai qu'on aurait peut-être gagné un petit peu de temps si au tout début, on n'avait pas voulu, par exemple, faire payer les opérateurs un peu plus cher que ce que vous leur faites payer aujourd'hui. Et donc, on aurait gagné 2 ans. Donc, c'est vrai que pour les usagers, on va dire que ce prix, c'est le prix de la patience pour les usagers et de la persévérance pour vos services, qui, malgré tout, réussit à adapter la 4G dans le métro. Merci Bertrand Lambert. Mathieu Portier, je vous laisse désormais la parole. Ce projet, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quels en ont été les défis? Alors, déjà, personnellement, je suis très fier de recevoir ce prix au nom de la RATP, parce que ça fait quand même, effectivement, ça a mis du temps. Mais finalement, on est un des premiers réseaux historiques de transport qui bénéficie finalement de cette couverture. Alors, effectivement, on n'est pas les premiers en France, ni les premiers dans le monde. Par contre, si on compare avec des réseaux effectivement équivalents, que ce soit New York, Londres ou Berlin, on se rend compte qu'on est quand même plutôt bien placé et on n'a pas à rougir. Donc ça, c'est la première chose. Après, au-delà des performances comme ça, ce qu'il faut comprendre, effectivement, que c'est un projet qui a été très compliqué. C'est un projet technique compliqué. C'est-à-dire qu'on est dans un milieu extrêmement contraint et on va faire passer des choses qui, techniquement, sont extrêmement performantes. En gros, faire passer 4 opérateurs, 6 bandes de fréquences sur une même infrastructure réseau, c'est pas simple. Ça se fait pas tellement ailleurs. Et donc ça, c'était très long. L'autre aspect, et vous l'avez souligné, c'est que c'est un projet, au-delà d'être purement technique, qui va faire en fait fonctionner 2 mondes, le monde du transport et le monde des opérateurs. Alors j'aurais même dire 5 mondes, parce qu'en fait on a un monde du transport et 4 opérateurs. Voilà, donc en gros, il faut faire parler de tout le monde en même temps, avec des objectifs qui ne sont pas tous les mêmes au départ. Et donc la difficulté de ce projet, c'était finalement d'aligner tout le monde sur le même objectif de budget, de timing, de performance, et finalement dire l'objectif final, c'est le voyageur, et c'est finalement un client commun, que ce soit pour les opérateurs et pour les opérateurs de transport. Donc voilà. Donc c'est ça qui a été compliqué finalement à faire. On a réussi à le faire finalement parce que on a su être agile, on a su travailler le compromis, et finalement, une fois qu'on a trouvé finalement le mode de fonctionnement et la façon de travailler ensemble, finalement, c'est allé beaucoup plus vite. Voilà. Donc ça, finalement, c'est le résultat du travail des équipes. Et finalement, le prix qui est donné ici, outre l'aspect on est le premier réseau, je pense que ça permet de saluer aussi tout ce travail qui a été fait par les équipes côté RATP et opérateurs, des 2 côtés. Et je pense que c'est ça qui est important de souligner. Voilà. Petite question bonus, je ne peux pas m'empêcher de poser des questions. La 5G va j'en arriver. étais sûr. Alors vous avez remarqué... Question toute simple, c'est pas encore pour tout de suite, mais est-ce qu'il va falloir tout recommencer ou juste adapter ce qui existe déjà? Alors, déjà, on a eu la chance finalement de finir notre réseau avant que la 5G soit attribuée. Donc déjà, ça a de performance. Est-ce qu'il va falloir tout changer? En fait, le problème de la 5G actuellement, c'est qu'on ne sait pas très bien à quoi ça va servir exactement et les impacts. Et en fait, un des aspects qui est assez compliqué, c'est qu'il va falloir trouver des techniques un peu différentes de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc bien sûr, on ne va pas essayer de tout casser pour tout refaire. D'ailleurs, je rappelle que notre projet 3G 4G, en fait, est venu après un projet 2G. Donc de la même manière, on a fait évoluer notre réseau. Donc il faudra sans doute faire évoluer le réseau. Après, les impacts que ça a pour l'instant, c'est un peu compliqué de le dire, mais bien sûr, on y travaille, oui. Merci Mathieu Portier.
je vous laisse remettre le prix. Bertrand Lambert. Merci. Bravo pour ce projet. Et je vous laisse tous deux rejoindre le photocall qui se trouve en bas de la scène pour une photo pour VRT. Après la Smart City, la modernisation, donc c'est un prix qui vise à récompenser les initiatives de modernisation des gares ou des réseaux de transport existants, qu'ils soient routiers ou ferroviaires. Pour les nominés, nous avons tout d'abord la refonte du réseau Phébus à Versailles, qui a subi une complète transformation. La bascule vers le nouveau poste de commande centralisée de la ligne 4 pendant le confinement par les équipes de Siemens Mobility d'un côté et le groupement Atos Colas Rail de l'autre, une étape essentielle en vue d'aller vers de l'automatisation de navettes. Puis nous avons le nettoyage par nébulisation pour les bus et les tramways faite par la RATP, donc une procédure en cours de déploiement également dans les métros et les RER. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la nébulisation, c'est la vaporisation de gouttes d'un produit viricide pour lutter contre le Covid-19. Nous avons également le PV électronique pour mieux lutter contre la fraude sur l'ensemble du réseau opéré par l'opérateur Transdev. Puis enfin le T4 Clichy-Montfermeil, une nouvelle mission pour le Citadis Dualis d'Alstom, donc le T4 qui s'enrichit d'une nouvelle ramification qui a été demandée par les habitants depuis 2006. Pour remettre ce prix, j'appelle Yoann Dupuis à venir me rejoindre sur scène. Yoann Dupuis, bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint en charge de l'Île-de-France chez Keolis. Avant de dévoiler le projet qui aura retenu l'attention de notre jury, pouvez-vous nous dire ce que représente la modernisation pour un groupe comme Keolis ? Oui, alors merci. Alors d'abord, je pense que je suis c'est mon nouveau job, puisque l'année dernière, je remettais également le prix de la modernisation. Alors en fait, la modernisation, en fait, comment on le voit, en fait, la modernisation, le prix de la modernisation, il s'adresse en fait au travail de l'ombre, voilà, qui est fait sur le long terme, qui ne se voit pas tout de suite, mais il récompense finalement l'engagement des salariés, des opérateurs de transport public, des agents d'Île-de-France Mobilité ou des collectivités territoriales, des représentants également des associations d'usagers. Voilà, c'est tout ce travail de fond qui est fait chaque jour, qui ne se voit pas forcément, mais c'est lui le véritable moteur du changement, du progrès continu, de la modernisation et d'une amélioration de la qualité de service. Donc pour résumer, en fait, si on était à Cannes, au festival, ça ne serait pas la Palme d'Or, ça ne serait pas le prix du jury, ça ne serait pas le prix de la meilleure actrice ou du meilleur acteur, ça serait le prix de la technique, quoi, si vous voulez. C'est le truc qui arrive en fin, mais en fait, c'est peut-être le plus important pour reposer sur des fondamentaux solides. Une très belle comparaison. Et nous allons dévoiler le lauréat qui a retenu l'attention de notre jury. Et il s'agit du PV électronique de Transdev pour lutter contre la fraude. Pour recevoir ce prix, j'appelle à me rejoindre Mathias Duhaut, responsable développement du service numérique chez Transdev. Mathias Duhaut. Avant de vous accorder la parole, Yoann Dupuis, un mot sur le projet lauréat. Oui, alors effectivement, la lutte contre la fraude, c'est un sujet extrêmement important pour Île-de-France Mobilité, pour la présidente de région et présidente d'Île-de-France Mobilité. Et puis, on l'a entendu tout à l'heure dans le débat, les engagements des opérateurs sur les chiffres de fréquentation. Alors, fréquentation, ça veut dire ceux qui sont sur le réseau, mais plus précisément ceux qui valident et qui ont un titre de transport valide sur le réseau. Donc, on voit en fait que ces sujets de lutte contre la fraude, ils augmentent en termes d'acuité, et c'est aussi un sujet qui mérite de faire l'objet d'une modernisation, de changer les pratiques pour être aussi plus performants. Donc un grand bravo à Transdev pour ce beau projet
de IPV finalement. Merci Yoann Dupuis. Mathias Duhaut, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, la fraude au transport, on comprend que c'est un sujet clé. Est-ce que vous avez des données chiffrées éventuellement qui pourraient nous permettre d'étayer cela et comment ont évolué les résultats à partir de la mise en place de ce PV électronique? Alors, le premier sujet, c'est pas tellement combien ça rapporte, c'est combien on perd de recettes à cause de la fraude. C'est la première approche qui nous a semblé être l'approche la plus importante. C'est qu'en fait, la lutte contre la fraude, la fraude, c'est de l'évasion de recettes pour Transdev, mais surtout pour Île-de-France Mobilité. C'est des recettes en moins. Donc la lutte contre la fraude, finalement, c'est hyper important, comme le disait M. Dupuis. Et c'était le leitmotiv pendant le projet. Comment améliorer cette lutte contre la fraude. Et quelques chiffres, je ne sais pas si je peux vous en donner parce qu'on est en pleine procédure d'appel d'offres. Donc si je vous dis combien on met de PV, ça m'intéresse. Si je vous dis combien on met de PV par jour par contrôleur, voilà, je pense que je vais me faire un petit peu taper sur les doigts. Bon, on va éviter alors, oui. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu ce projet dans ce cas? Alors, la photo, elle est très bien, sauf que là, c'est la police municipale. Donc nous, on était un peu dans un autre cadre. C'est nos contrôleurs qui mettent des PV. Et le leitmotiv du projet, c'était simplicité. Simplicité pour de l'efficacité. Donc on s'est mis à l'écoute de nos contrôleurs. On en a plus de 200 en Île-de-France. Et la première chose à laquelle on a abouti, c'est finalement un seul équipement. Donc un équipement pour contrôler les types de transport. Et cet équipement-là fait aussi... délivre le PV électronique, première chose. Deuxième chose, pouvoir se faire payer tout de suite le PV, parce que ça c'est très important, si on doit après faire des relances, ça coûte cher. Donc on a équipé tous nos contrôleurs avec un petit boîtier de paiement, sans contact ou à contact, parce que le PV vaut plus de 50 € maintenant, donc il marche aussi à contact. Oui, ça coûte cher les PV. Et du coup, voilà, simplicité, il n'a pas besoin d'aller chercher le TPE du collègue ou du chef d'équipe, etc. Et puis troisième sujet, on va dire petite innovation, c'est toujours dans la simplicité. Je me géolocalise, je trouve tout de suite la ligne de bus que je vais contrôler. Donc quand le bus arrive, j'ai déjà sélectionné dans mon outil la ligne. Et puis, si jamais le fraudeur ne veut pas payer, je scanne avec mon smartphone sa pièce d'identité et ça remplit automatiquement le PV, nom, prénom, adresse, etc. etc. Donc voilà, donc ça c'était le leitmotiv, simplicité pour que nos contrôleurs qui font un métier qui est quand même pas facile, c'est vraiment pas facile, on est allé sur le terrain avec eux, on a vu comment c'était, c'est pas évident tous les jours. Il fallait pas que ce projet les ennuie en fait. On était vraiment là pour leur rendre service. Merci beaucoup. Je laisse Yoann Dupuis remettre ce prix de la modernisation. Bravo pour ce projet. Puis vous pourrez vous diriger vers le photocall pour une petite mémoire au sein de VRT. Pour le prochain prix, nous récompenserons la gestion de projet. Donc, le prix couronne une réalisation qui a demandé à ses promoteurs agilité, concertation et innovation pour le mener à bien. Pour les nominer, nous avons tout d'abord la reprise du chantier du talus de Sèvres-Ville d'Avray, donc le premier chantier à avoir repris durant le confinement, suite à un glissement de talus sur les voies ferroviaires en février. Nous avons également le rehaussement des voies du RER E qui ont rouvert comme prévu fin août de cette année, après 7 semaines de travaux dans ces deux gares souterraines parisiennes que sont Haussmann Saint-Lazare et Magenta. Nous avons ensuite l'électrification de la ligne vers Nogent-sur-Seine et Province avec la démolition du tunnel des Bouchots, qui était le principal obstacle à l'installation des caténaires. Puis enfin, le système d'installation des portes palières sur la ligne 4 qui sont réalisées la nuit, une méthodologie qui permet d'éviter les longues perturbations voyageurs. 19 stations équipées en vue de l'automatisation de cette ligne qui est prévue pour bientôt. Pour remettre ce prix, j'appelle Marie-Hélène Point, rédactrice en chef de VRT et présidente de notre jury. Marie-Hélène.
Marie-Hélène, bonsoir. Rebonsoir. Pouvez-vous nous dire, en tant que présidente du jury, comment est-il composé et également comment les projets vainqueurs sont-ils désignés? Alors, cette année, on était en comité restreint, crise sanitaire oblige. Nous étions 6, 3 membres de la rédaction et 3 experts de la mobilité. Donc Bertrand Lambert, que vous avez vu tout à l'heure, journaliste à France 3 et qui anime l'émission Paris-Go sur les transports franciliens. Il y avait aussi Élodie Hanen, directrice adjointe à côté de Laurent Probst à Île-de-France Mobilité. Et enfin, nous avions avec nous Marc Pellissier, qui était également tout à l'heure avec nous, donc président de la FNOT Île-de-France. Et donc nous sommes réunis par visio et nous avons donc proposé ces initiatives qui sont à la fois proposées par les membres du jury, qui peuvent être aussi proposées par des opérateurs, par n'importe quelle entreprise qui souhaite soumettre au jugement du jury ces initiatives ou ces idées. Et puis voilà, nous votons, nous débattons et parfois les échanges font qu'on peut changer d'avis et finalement pas voter pour le projet auquel on croyait initialement. Donc c'est des débats très riches et très intéressants. Alors, petite question bonus, est-ce qu'il y a eu des prix qui ont été votés par tous du premier coup? À l'unanimité, non. Non. Non, beaucoup de projets intéressants. Exactement, et puis on n'a pas tous les mêmes idées donc, sur les priorités. D'accord. Eh bien, pour ce prix gestion de projet, merci Marie-Hélène, le lauréat est la reprise du chantier du talus de Sèvreville-d'Avray, donc qui a repris à partir de février, enfin qui a repris pendant le confinement, suite à un glissement de terrain sur les voies ferroviaires en février 2020. Pour recevoir ce prix, j'appelle à me rejoindre Philippe Dur, directeur de l'établissement de maintenance de Paris-Saint-Lazare chez SNCF Réseau Île-de-France. Philippe Dur. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Donc vous représentez SNCF Réseau ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette reprise qui a été effectuée dans de très très bonnes conditions s'il a retenu l'attention de notre jury? Ouais, alors on parle projet, alors c'est un projet qui est consécutif à un sinistre déjà. Donc c'est un projet qui a été mené d'une manière particulière puisqu'en fait sur un projet comme ça, le 2 février vers 22h, on a eu cet affaissement de talus. Et puis on s'est très vite aperçu qu'il n'était pas stabilisé, c'est-à-dire qu'il continuait à glisser. Et donc on a fait, de là on est parti sur un chantier où on mène à la fois les expertises, les études et la réalisation en même temps, avec des choses qui varient tous les jours. Si on regarde ce qu'on a réalisé aujourd'hui, c'est pas ce qu'on avait envisagé le premier jour déjà. Donc voilà. Alors donc effectivement, on s'est retrouvé dans une période difficile parce que on s'est retrouvé en période le pays s'est retrouvé en période de confinement. Et le sujet quand même, c'est qu'on avait donc une ligne qui était fermée au trafic, et c'est quand même pas rien puisque c'est une branche de la ligne L, et puis c'est également on va dire c'est également une partie de la ligne U, sur lequel il y a quand même des trains gros porteurs, puisque on dessert la Défense. Voilà. Donc on a arrêté une dizaine de jours, mais évidemment, on a tout de suite repris les travaux. On a été le premier chantier à reprendre les travaux avec des mesures, qu'on applique maintenant d'ailleurs de manière courante, mais c'était les premières mesures que l'on prenait sur les chantiers pour se protéger du Covid. Donc en particulier ce qu'on appelle un vigie-Covid, c'est-à-dire une personne qui est là pour veiller à ce qu'on respecte les règles. Voilà. Merci. Aujourd'hui, ce projet, à défaut de meilleur titre, il est terminé. Est-ce que vous avez pris des mesures préventives? Alors, terminé. Alors, il est en train de se terminer d'ailleurs, parce qu'en fait, la priorité, évidemment, c'est de rouvrir la ligne à la circulation des trains.
Mais derrière, il y a un certain nombre de travaux de finition, il est en train de se terminer. Alors bon, mesure de précaution, hein, on est sur un phénomène, on va dire, naturel. Hein. Alors bon, l'homme ne maîtrise pas encore totalement la nature, hein, on l'a bien vu ces derniers jours. Hein, on surveille les ouvrages. Hein. Maintenant, un ouvrage en terre, c'est quelque chose qui n'a pas, comment dire, hein, qui relève un peu de... Je sais pas comment dire, mais c'est pas quelque chose que l'on est capable de dompter comme ça, comme du béton ou comme autre chose, quoi. Entendu. Merci beaucoup, Philippe Dur. Marie-Hélène Point, je vous invite à remettre le prix de la gestion de projet donc pour la reprise du chantier de Sèvres, ville d'Avray. Bravo. Je vous laisse rejoindre le photocall. Nous passons désormais au prix de l'innovation. Donc c'est un prix qui distingue les nouvelles idées ou réalisations et s'intéresse à tous les secteurs du transport, qu'il s'agisse de technologies de pointe, de services inédits ou de mesures concernant des politiques de déplacement. Les nominés sont un train drone, qui s'appelle également un train téléconduit entre Villeneuve-Saint-Georges et Juvisy par la SNCF et ses partenaires. Nous avons également le nouveau Navigo Liberté Plus, la nouvelle offre d'Île-de-France Mobilité, donc pour les personnes qui souhaitent se déplacer ponctuellement, mais qui n'ont pas forcément l'utilité d'avoir un Navigo classique. Le bus à hydrogène expérimenté à Versailles, 5 bus Innova, initiative lancée par Île-de-France Mobilité avec la communauté d'agglomération de Versailles et son partenaire opérateur Keolis. Des ateliers gratuits de réparation pour les vélos lancés par SNCF Transilien à 11 gares et le nudge pour lutter contre les toilettes sauvages dans les gares, donc qui a été testé en gare de Murau dans les Yvelines. Une technique, si vous ne connaissez pas le nudge, qui repose sur l'étude des comportements et qui vise à installer de nouveaux décors pour transformer ces lieux qui étaient autrefois des toilettes un peu sauvages en des décors tout à fait acceptables, sachant qu'en plus, il y a des revêtements qui peuvent renvoyer le jet à son auteur. Voilà. Pour remettre le prix, j'appelle Laurent Raffin à me rejoindre sur scène. Donc, il y a une double responsabilité d'être à la fois le président de Fluo, la société qui gère Véligo Location, et qui est également en charge de développer les services de vélo en location longue durée pour la Poste chez les entreprises et les collectivités. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, vous remettez le prix de l'innovation. Pour vous, c'est quoi l'innovation ? Assez brièvement, je pense que si je devais comparer l'innovation, par exemple, à une invention, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est une rupture. Voilà. Une rupture qui va modifier positivement un usage. Voilà ce que je vous dirais. Une belle définition. Vous, concernant, quels sont les résultats de Véligo actuellement ? Alors, Véligo, on peut dire d'abord que c'est un service qui a été mis en place par la région Île-de-France et qui est opérationnel depuis 1 an maintenant et qui vise à proposer aux franciliens de louer pendant 6 mois un vélo électrique avec un ensemble de services, dont la maintenance par exemple. Les résultats qu'on enregistre depuis 1 an font qu'aujourd'hui, nous avons 16 000 souscripteurs, donc 16 000 franciliens qui sont venus pour louer ce vélo, et qu'au terme de 6 mois de location, ce qu'on enregistre, c'est déjà de la part de ces utilisateurs un souhait de prolonger leur abonnement de 6 mois de 3 mois supplémentaires, et on en a à peu près 50% qui expriment ce souhait de le prolonger. Et on a au terme de cette période de location, là aussi, un premier sondage qui nous remonte et qui font que 70% des souscripteurs du service Véligo souhaitent acquérir un vélo au terme de leur location, c'est-à-dire poursuivre ce test de 6 mois.
Alors, ce sont des chiffres éloquents. Petite question supplémentaire, quel impact a eu pour Véligo la crise sanitaire que nous connaissons encore actuellement, mais plus particulièrement le confinement? Alors on a connu plusieurs périodes avec des phases de yo-yo, j'ai envie de dire. Avant le confinement, on était sur un train plutôt convenable et prévisible de à peu près 50 souscriptions au jour. En pleine période de confinement, on a chuté jusqu'à 4 voire 0 souscriptions. Et en fait, à partir du 15 avril, à partir du moment où en fait, le déconfinement a été annoncé, on a vu une envolée spectaculaire des souscriptions qui sont montées à 250 souscriptions par jour de façon durable. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, pour vous inscrire et bénéficier des services d'un Véligo Location, il faut désormais vous inscrire sur une liste d'attente et attendre 3 mois. Même si aujourd'hui, ces 3 mois vont progressivement se réduire puisque l'Île-de-France a décidé de lever certaines options supplémentaires qui vont permettre de raccourcir ce délai puisque de nouveaux vélos vont être proposés à la location. Il y a une très belle offre pour Véligo. Nous allons maintenant révéler le lauréat de ce prix de l'innovation. Et c'est le nouveau Navigo Liberté Plus lancé par Île-de-France Mobilité. J'appelle pour recevoir ce prix à me rejoindre Laurent Probst, directeur général Île-de-France Mobilité, et Fabio Borghi, chargé de projet billettique chez Île-de-France Mobilité également. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, avant de vous donner la parole, Laurent Raffat, quelques mots pour conclure. Si ce n'est qu'on est extrêmement fiers de participer à cette aventure et puis en tout cas de la poursuivre le plus longtemps possible. Eh bien, une belle conclusion. Laurent Probst, vous êtes directeur général d'Île-de-France Mobilité. Est-ce que vous pouvez commenter ce projet de mise en place du nouveau Navigo Liberté Plus ? Alors, bonjour à tous, rebonjour. Alors, Liberté Plus, alors, ça prend son origine en 2016, début 2016, moment où on décide, à la demande de Valérie Pécresse, de lancer un grand programme de modernisation de la billettique. Alors, en 2016, on est dans une situation un peu particulière où on est dans un réseau de transport très développé avec un pass billettique, un pass sans contact qui existe depuis maintenant longtemps, qui a été précurseur, mais c'est vrai qu'en 2016, on se dit on est peut-être un petit peu à la traîne par rapport à d'autres capitales, d'autres grandes capitales. Et donc, on a réuni les opérateurs de transport et puis on a lancé ce programme billettique, qui est un programme de 400 millions d'euros sur 6 ans. Et on commence à voir, enfin c'est vraiment en 2019 qu'on a commencé à voir la concrétisation de ce programme lancé en 2016. On a beaucoup parlé du smartphone, mais ce nouveau Navigo Liberté Plus, c'est vraiment une nouveauté, et c'est quelque chose qui va, plus que le smartphone, en tout cas à court terme, modifier beaucoup les comportements. Alors Liberté Plus, c'est quoi ? C'est un pass, ça ressemble beaucoup à un pass Navigo, mais ce n'est pas pour les utilisateurs fréquents, c'est pour les utilisateurs occasionnels, c'est pour remplacer le ticket de métro. Donc avant, effectivement, les utilisateurs fréquents, ils avaient déjà cette carte-là. Et là, c'est quelque chose pour les utilisateurs occasionnels. On a tous été hérités, quand on avait besoin d'un ticket de métro, de faire la queue ou d'être sur une machine qui marchait pas. On a des tickets démagnétisés. Il y a quand même plus de 5 millions de tickets démagnétisés chaque année. Et donc, la révolution de ce pass, c'est que vous avez donc un lien vers votre compte bancaire. Vous utilisez 2, 3, enfin autant de fois que vous voulez. Et le 15 du mois suivant, vous êtes prélevé du nombre de tickets que vous avez utilisés. Vous n'avez pas besoin de la recharger. Voilà. Alors ça s'adresse naturellement aux utilisateurs franciliens parce qu'il faut faire la démarche de demander sur Internet, de lui faire un lien vers son compte bancaire. Mais une fois qu'elle en a dans sa poche, on n'a plus du tout besoin de la recharger. Donc c'est quelque chose qui est pratique. Et puis en plus, il faut le dire, c'est moins cher parce que avec ça, vous ne payez pas la correspondance bus-métro. C'était une autre promesse qui était un peu difficile à mettre en place avec les tickets. Donc qu'avec un T+, on puisse prendre le bus et le métro avec un seul ticket. Et bien avec le Liberté Plus, on sait le faire. Et ce produit va nous permettre d'avoir beaucoup de souplesse dans l'utilisation dans les années à venir.
Merci Laurent Probst. Fabio Borghi, c'est vous qui êtes en charge de ce projet billettique. Je vous laisse également la parole pour compléter, conclure. Alors sur ce produit, tout à l'heure on a parlé d'innovation de rupture. On a aussi de l'innovation continue, donc il va continuer à vivre. Et on compte bien lancer des nouvelles fonctionnalités pour le rendre plus intéressant, pour faire que les franciliens adoptent ce produit dans la vie de tous les jours. Donc, vu le contexte actuel, nous avons pour l'instant limité la communication, mais elle reprend ce mois-ci. Donc, on va retrouver des communications en gare pour inciter les gens à franchir le cap, à s'enrôler et à utiliser ce produit pour voir à quel point ils vont gagner du temps dans les transports. C'est aussi une offre particulièrement adaptée pour la situation actuelle. Beaucoup de gens deviennent des occasionnels malgré eux. C'est un moyen de gagner pour eux en flexibilité. Et enfin, dernière innovation qui va sortir lundi, c'est le programme de fidélité attaché à ce produit. Il va permettre aux utilisateurs de gagner des points et puis ensuite de les convertir en bons d'achat, offres et autres avantages. Pour en profiter, j'ai oublié de remercier nos partenaires, donc naturellement les opérateurs de transport, tous les opérateurs, parce que le SEPAS, naturellement, il marche partout, donc la RATP, la SNCF, Keolis, Transdev, enfin tous les opérateurs. Comutitre, qui est la filiale, qui a vraiment fait un énorme travail sur ce projet, et puis CETEC, qui est aussi CETEC ITS, qui est l'artisan aux côtés de Comutitre de ce projet. Eh bien, merci pour cet ajout. Il est temps de remettre le prix, Laurent Raffin. Et puis, bien sûr, je vous laisserai vous diriger vers le photocall pour immortaliser ce moment. On applaudit pour ce projet. Après l'innovation, la logistique urbaine, c'est un prix qui récompense les meilleures initiatives et réalisations en matière de transport de marchandises en ville. Et pour ce prix, il n'y a que 2 nominés. Le premier étant une toute nouvelle offre de logistique urbaine de la RATP pour faciliter la livraison du dernier kilomètre. Donc c'est RATP Capital Innovation filiale du groupe RATP qui propose en accord avec Île-de-France Mobilité, bien sûr son autorité organisatrice, de partager ces sites pour optimiser l'acheminement des marchandises dans Paris et la région. Puis nous avons également le nouveau mode de livraison par bateau électrique dans Paris qui est fait par Fludis, pour relier le port de Gennevilliers à Paris. Et pour remettre ce prix, j'appelle Marie-Hélène Point à nouveau à venir me rejoindre sur scène. Marie-Hélène, rebonsoir. Quelques mots sur ces 2 projets ? Alors, la logistique urbaine, ce sont des sujets très importants et malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. Donc là, on a voulu mettre à l'honneur deux initiatives qui nous ont paru intéressantes parce que ce qu'elles proposent, c'est de donner des solutions, notamment au dernier kilomètre. Donc, la logistique urbaine, ça permet d'essayer de trouver des solutions aux nuisances polluantes, aux nuisances sonores. Très souvent, les habitants, les Parisiens n'en veulent pas. Et finalement, en trouvant des solutions les moins polluantes possibles, on arrive à trouver des initiatives très intéressantes. Merci. Eh bien, je vous propose maintenant de dévoiler le lauréat. Et c'est le nouveau mode de livraison par bateau électrique, 100% électrique dans Paris, par Fludis. Et pour recevoir ce prix, j'appelle à me rejoindre Gilles Manuel, le président fondateur de Fludis. Bonsoir. Gilles Manuel, bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous détailler ce projet? Depuis quand est-ce qu'il est mis en place et comment ça vous est venu? Oui, alors je vais prendre le temps un petit peu d'expliquer d'où c'est venu. Je vais commencer par vous remercier également parce qu'en fait, je me sens un peu comme un nouveau venu avec un bateau, des vélos et des colis dans ce monde de la mobilité des personnes. Donc, il y a des passerelles à faire, il y a des rapprochements à faire qui sont vraiment intéressants et je conclurai un petit peu sur ces passerelles. Mais l'idée était la suivante. La livraison aujourd'hui, c'est quelque chose qui prend de l'essor, qui est en forte croissance. La livraison, le déplacement des colis en ville. Et on rencontre pas mal de contraintes. Et donc pour le dernier kilomètre, moi j'avais créé une société de livraison en vélo utilitaire, vélo cargo électrique en 2001 à l'époque.
Et donc je connaissais bien la productivité du vélo sur ce dernier kilomètre. En revanche, pour convaincre des gros opérateurs et pour avoir plus d'impact, on a un souci en amont sur le préacheminement des colis jusqu'à soit des bases logistiques en ville, il n'y en a pas pléthore et elles coûtent cher, soit la création de ruptures de charge, c'est-à-dire que les colis vont passer dans un entrepôt puis dans un deuxième avant d'arriver jusqu'à un site qui permet d'opérer en vélo cargo sur les derniers kilomètres. Un vélo cargo électrique, aujourd'hui, ça permet de prendre 250 kg de marchandises à chaque départ. Alors, certains types de vélos cargo. Et donc, avec une organisation adaptée, on peut livrer 750 kg, voire une tonne de marchandises par jour sans difficulté. Donc, on est sur le même créneau que des camionnettes diesel, électriques ou au gaz. L'inconvénient des camionnettes, aujourd'hui, qu'elles soient diesel ou électriques, c'est qu'elles doivent partir de loin. Parce qu'en fait, en 15 ans, les entrepôts se sont éloignés de 15 km du barycentre de Paris. Donc, on a un problème de congestion. Donc, même si vous passez en véhicule propre, d'abord, il pèse une tonne pour livrer globalement 300, 400, 500 kg de marchandises. Et ensuite, vous perdez en valeur 1 heure aller, 1 heure retour. Et ce qui coûte cher dans l'opération de transport, c'est la main-d'œuvre. Quand vous refaites vos comptes en fin d'année, le principal poste, c'est réellement la main-d'œuvre. Mettre des gens dans des bouchons, ça n'a pas un sens économique et environnemental très fort. Et donc Fluidis a vocation à apporter une solution parmi d'autres, mais une solution pertinente en disant plutôt que d'être dans la congestion, on reçoit en dehors de la ville un camion qui nous amène de façon massifiée des flux. Donc on arrive en ville avec des flux massifiés, on peut mettre 3000 colis sur un bateau comme celui-ci, et on va préparer les tournées de livraison pendant qu'on navigue. Et donc en fait, on va amener nos opérateurs sur le territoire de livraison. Et on va pouvoir livrer du coup avec des vélos cargo en hyper proximité et sans avoir géré de temps mort de main-d'œuvre liée à la congestion des villes. Donc aujourd'hui Paris, et pour nous probablement dans les mois qui viennent, on va annoncer d'autres projets, mais voilà, on est sur une dynamique où aujourd'hui nos clients sont des grands comptes et je pense qu'on est un petit peu au début de quelque chose sur cet axe fluvial. Voilà, ce sera une solution parmi d'autres, mais en tout cas, voilà en quelques mots ce qu'est Fluidis. Il y a une belle réalisation. Marie-Hélène, vous vouliez ajouter quelque chose? En fait, je veux en profiter pour vous poser une question, parce que peut-être que les personnes dans le public ont peut-être remarqué que le service actuellement ne fonctionne pas. Donc on l'a récompensé en toute connaissance de cause, mais expliquez-nous ce qui se passe actuellement avec ce bateau. Alors Fluidis, c'est 2 innovations en fait. C'est la première qui est le cœur de métier, c'est une innovation logistique par l'organisation que je viens de décrire. Et on a voulu aller plus loin. On s'est dit, puisqu'on fait du décarboné avec les vélos cargo, on fait du décarboné avec l'organisation, allons sur un bateau hybride électrique. Et il se trouve qu'on a eu des difficultés de démarrage sur la partie hybridation, et donc il y a une expertise judiciaire qui est en cours, qui se termine, donc le service va reprendre. Mais dans nos innovations, là où notre cœur d'innovation c'était la logistique, on a coincé sur quelque chose qui était technologique. Le prochain projet qu'on sort, je ne peux pas encore l'annoncer, mais ce sera une barge logistique poussée. Donc en fait, on sépare la fonction logistique de la partie propulsion pour ne pas rencontrer ce type de... Voilà, faut se concentrer là où on a du sens. Et donc, un jour, il y aura des pousseurs à hydrogène. Il y a des projets sur la Seine, mais ce n'est pas nous qui allons porter le projet pousseur hydrogène. Donc voilà le glissement et l'explication effectivement sur le service qui n'est pas opérationnel aujourd'hui. Il y a une belle réalisation et des beaux projets en cours. Marie-Hélène, je vous laisse remettre le prix à Gilles Manuel. Excusez-moi, je vais en profiter pour rebondir sur l'aspect passerelle entre la marchandise et la mobilité des personnes. Parce qu'en fait, c'est fantastique de voir comment la mobilité des personnes est organisée depuis des années et structurée. En marchandise, il faut avoir à l'esprit que ça représente aujourd'hui 30 à 35% des déplacements dans la ville et que c'est en croissance de plusieurs pourcents par an. Donc en fait, les collectivités sont face à un problème qui est un petit peu masqué parce qu'on n'a pas les données. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de collectivités qui peuvent vous dire quels sont les flux de marchandises dans leur ville. Ça n'existe pas. Et en même temps, c'est ce qui est la source la plus grande de pollution aujourd'hui, parce que même si c'est uniquement 30% des mouvements, ça représente plus que 30% de la pollution. Vu le type d'opération, on doit livrer du porte-à-porte. Et on a aujourd'hui 8 ou 9 camions qui peuvent livrer la même adresse, parce que c'est l'expéditeur qui a choisi le transporteur. Et donc, envoyer 8 camions qui vont livrer à la même adresse un colis, parce que le taux de groupage aussi, c'est-à-dire le nombre de colis par adresse diminue, puisqu'avec les actes de e-commerce, le zéro stock en magasin, et ainsi de suite. Donc, on arrive sur un non-sens. Et là, clairement, j'invite Île-de-France Mobilité, je profite de la parole qui m'est donnée, qui a la compétence depuis 6 ans de transport de marchandises. La loi a changé depuis 6 ans, Île-de-France Mobilité a la compétence transport de marchandises, à s'en emparer. Alors, peut-être à une petite échelle d'abord, pour commencer, mais en tout cas, à ne pas laisser l'évolution, en tout cas, si on laisse l'évolution telle qu'elle se fait, on va au-devant de problèmes. Moi, ça m'arrange. J'offre une solution économique à mes clients. Je vais trouver ma place. Mais si on veut réfléchir à la mobilité des personnes et des marchandises, il va falloir rapprocher un petit peu les deux mondes. Merci Gilles Manuel. Je vous laisse
prendre votre prix de la logistique urbaine et vous diriger avec Marie-Hélène vers le photocall. Nous arrivons à notre dernier prix, c'est le prix du périurbain. C'est un prix qui salue une initiative prise en grande couronne, notamment, et qui vise à favoriser la mobilité. Pour les nominés, nous avons ce soir le plan vélo de l'Essonne d'un budget de 12 millions d'euros qui vise à redonner sa place au vélo dans cette région et notamment en développant des grands axes structurants. Nous avons également la mise en place d'un transport à la demande régional par Île-de-France Mobilité sur l'ensemble de la région et qui est en train de se développer. Et nous avons un autre transport à la demande en Goël pour les habitants d'une douzaine de communes autour de la gare RER de Dammartin-Julie-Saint-Marc. Enfin, nous avons le succès des Véligo, dont nous avons déjà parlé un petit peu tout à l'heure, lancé il y a plus d'un an avec 10 000 vélos et qui a connu un succès fulgurant. Eh bien, pour remettre ce prix, j'appelle Christophe Vacheron, qui est directeur adjoint de la Business Unit France-Suisse chez RATP Dev, filiale du groupe RATP. Christophe Vacheron, bonsoir. Oui, rebonsoir, effectivement. Qu'est-ce que ça représente pour RATP Dev, la problématique du périurbain ? Pour nous, le périurbain, c'est une pièce maîtresse de la mobilité. Je crois qu'on n'entend pas. Ah. C'est une pièce maîtresse out. Ah, il est out. Je vois le signe en haut. Oui, pour le coup, on m'entend mieux. Donc, oui, je disais, le périurbain, pour RATP Dev, ça représente une pièce maîtresse de la mobilité. Le périurbain, aujourd'hui, il désenclave. Il rapproche, et souvenez-vous des Gilets jaunes, il désenclave, bien sûr, mais il évite d'assigner à résidence. La LOM va faire une part très belle prochainement au périurbain. Alors, vous évoquiez pour RATP Dev, alors, nous avons, nous, l'occasion de faire beaucoup de périurbains. On est moins connus sur le sujet, avec 1300 autocars qui font des lignes scolaires, des lignes régulières. Bien sûr, du transport à la demande, hein, plus de 700 000 voyages en transport à la demande dans toute la France. Et puis aussi le vélo, je voulais le souligner parce que le vélo prend une puissance importante et c'est important de la concilier au transport collectif. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on propose sur nos autocars soit de les mettre en soute ou même de les positionner à l'arrière pour les combiner avec le transport collectif. Maintenant, le périurbain, face à ces enjeux, il doit monter en gamme. Il doit monter en gamme, proposer davantage d'offres. Ça va être un vrai sujet, le périurbain, notamment en première et grande couronne d'Île-de-France. Et pour cela, il y a un certain nombre de solutions, heureusement. Vous en avez évoqué là, le transport à la demande et d'autres. Bien sûr, je pense aussi à CityScoot, hein, qui est un produit qui répond. Le Véligo, bien évidemment. Et une dernière solution que je voulais évoquer pour finir, c'est le transport à la demande en navette autonome. Je le dis parce qu'on parlait tout à l'heure, et Laurent Probst l'évoquait en disant dans quelques décennies, on va avoir des systèmes très modernes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, sur le Grand Genève, hein, du côté de Tech Park, à Archamps, et entre Genève, vous avez une navette autonome qui vient chercher le client avec son téléphone portable là où il est et qui va le déposer sur cet arrêt spécifique dans la zone d'activité. Donc tous ces dispositifs qui vont se mettre en place sont des solutions pour le périurbain qui en a vraiment besoin. Merci Monsieur Vacheron. Déjà, dévoilons le lauréat, et c'est le succès des Véligo, pour son succès fulgurant, qui est récompensé ce soir. Pour recevoir ce prix, j'appelle à me rejoindre à nouveau Laurent Probst, directeur général d'Île-de-France Mobilité, et Christian Gioria, responsable adjoint intermodalité et nouvelle mobilité chez Île-de-France Mobilité. Avant de leur donner la parole, Christophe Vacheron, quelques mots concernant ce succès des Véligo et également, ce succès, ça a amené beaucoup de vélos en Île-de-France. Est-ce que ça vous a amené à développer des actions côté RATP ?
Écoutez, déjà, c'est une superbe initiative. Ça a été évoqué tout à l'heure, 16 000 vélos. Je crois plus de 60% en périurbain, c'est-à-dire en première et puis en grande couronne. Donc ça devient vraiment une alternative au Vélib qu'on connaît bien en milieu périurbain. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. J'ai entendu des chiffres qui vont effectivement accroître ce succès. Voilà, donc merci de trouver toutes ces solutions pour les Franciliens que nous sommes. Merci Christophe Vacheron. Laurent Probst, je vous laisse la parole pour commenter ce succès. Oui, alors merci beaucoup. Moi je voudrais d'abord remercier Fluo, parce que c'est eux qui font. Donc merci à Laurent Raffin et à toutes ses équipes, parce que c'est quand même un gros travail. Alors c'est pareil, c'est une idée qui est arrivée en 2016, qu'on a lancée en 2016. Je serais Christian vraiment qui a porté ça à bout de bras et qui a mis en place ce marché. C'est un vrai succès parce que c'est un outil qui marche super bien, quoi. On n'a que des remontées positives sur ce produit. C'était pas forcément gagné. On aurait pu aussi avoir un produit qui n'était pas à la hauteur. Mais je pense que les équipes de Christian et les équipes de Laurent Raffin ont fait ce qu'il fallait pour faire quelque chose qui était exceptionnel et qui va sans nul doute accompagner le développement du vélo dans les mois à venir en Ile-de-France. Merci Laurent Probst. Christian Joria, vous venez d'être cité. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les grands chiffres du service, le nombre de vélos, le nombre de points de location en Ile-de-France, d'abonnés, etc., pour qu'on soit bien au courant? Donc, en termes de vélos, aujourd'hui, Laurent l'a en partie dit tout à l'heure, on est déjà sur une flotte de 10 000 vélos qui sont à disposition. Donc, pour prendre en compte l'intégralité de la demande et qui nous arrive quotidiennement, on a été très sollicité déjà pendant les grèves de décembre. On l'a été encore plus en sortie de confinement. Donc, on est vraiment sur une dynamique croissante. Donc là, progressivement, il y a 5 000 vélos supplémentaires qui vont arriver d'ici la fin de l'année. Il y en a 5 000 autres qui sont également prévus sur le premier trimestre de l'année 2021. On a aussi une flotte de vélos cargo qui va arriver aussi courant 2021, qui va pouvoir permettre de tester de nouveaux usages, de nouvelles habitudes de se déplacer, notamment pour les déplacements en famille. Donc ça, c'est le premier point. Sur le nombre de sites de mise à disposition des vélos, ça, c'était un enjeu important par rapport en termes d'équité territoriale. Ça, c'était un élément fort. Aujourd'hui, Véligo Location est accessible au cœur de Paris, mais également en grande couronne. Et un des enjeux était de se dire que maximum en 20 minutes, je devais pouvoir accéder à un des points de mise à disposition. Donc pour la grande couronne, on est sur 20 minutes en temps d'accès en transport en commun. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plus de 180 points de mise à disposition répartis grâce au partenariat avec la Poste mise en place par Fluo, mais aussi en lien avec des vélocistes du territoire, donc pour faire un peu d'émulation autour du système vélo. Voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à prendre votre prix des mains de Monsieur Vacheron, puis de vous diriger vers le photocall. Et enfin, à la suite de ce dernier prix remis, pour clôturer la soirée, je vais demander à l'ensemble des lauréats et des remettants de me rejoindre sur scène pour une petite photo de famille.